Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Jean-Léon Lafitte, qui est président depuis 2017 de l'APCQ, l'Association des parents catholiques du Québec. Il va nous entretenir d'un nouveau cours qui a été expérimenté dans quelques écoles primaires et secondaires du Québec en 2023-2024 et qui sera implanté à la grandeur de la province dès la fin de l'été 2024. Il s'intitule « Culture et citoyenneté québécoise » et vise entre autres à éduquer nos jeunes sur l'idéologie très controversée du genre. Nous discuterons entre autres des racines de cette idéologie, des études qui appuient et s'opposent à cette théorie, du rôle de l'UNESCO dans la diffusion de cette idéologie, du contenu du cours Culture et citoyenneté québécoise, de l'objectif réel qui se cache derrière ce cours, de l'obstruction de l'UNESCO, des médias, du lobby transgenre et des directions d'écoles québécoises face aux efforts des parents d'obtenir l'annulation de ce cours, de l'utilisation de la menace d'enquête parentale et de signalement à la DPJ qui plane au-dessus des parents qui veulent éviter à leurs enfants de suivre ce cours, et de l'inutilité de la Charte des droits et libertés à les protéger. Bon visionnement. Jean-Léon, bonjour. Bonjour. Jean-Léon, comment toute cette histoire-là a commencé? Oh, l'histoire de l'idéologie du genre, c'est une sociologue et qui ont fait l'expérience avec une équipe de médecins sur un jeune qui avait des problèmes d'anomalie au niveau sexuel. Et ils ont décidé de le faire changer de sexe. C'était la première expérience. Cet enfant-là a vécu ça pendant des années. On se retrouve dans quelle année à peu près? Dans les années 60, 70. Dans les années 60, 70. Oui. Et ça a été très suivi à l'époque. Et ce que les gens savent moins, c'est que cet enfant-là s'est suicidé. C'était le premier. Alors, c'était la première expérience très négative qui a été faite, qui s'est terminée par un suicide, mais ça n'a pas empêché les personnes qui avaient développé ces idéologies-là de continuer et de faire la promotion de la question de l'idéologie du genre. Le fameux cours Culture et citoyenneté québécoise, qu'est-ce que c'est ce cours-là? Qu'est-ce qu'il va apporter comme enseignement à nos jeunes? Bien, il a un point, c'est un point supplémentaire à ce qu'on avait sur l'éducation sexuelle. C'est vraiment la question de l'idéologie du genre, montrer que le sexe est assigné à la naissance et qu'il est une construction sociologique, une construction de l'esprit. Donc, nous sommes ce que nous ressentons être. Ça dépasse de beaucoup la question du sexe, parce que même aux États-Unis, bon, c'est une caricature, mais c'est réel aussi. Il y a même des enfants, c'est peut arrivé une ou deux fois au Québec aussi, qui vont se prétendre être des animaux et qui vont demander à être respectés comme l'un, ça va être un chat, l'autre un chien, et à adopter des comportements comme tels. Et il y a des institutions qui sont assez folles, excusez l'expression, pour accepter ça et traiter l'enfant comme tel, comme si c'était un animal. Alors, c'est vraiment, on est dans une construction idéologique qui est complètement folle et qui a été développée dans les différentes universités, ici aussi à Concordia, à McGill, et qui ne peut plus être mise en question sans que les personnes qui montrent ou qui veulent démontrer, que ce soit les scientifiques, les psychologues, que ça ne tient pas la route, sans que ces gens-là risquent leur licence et risquent de perdre leur emploi. Alors, c'est une situation où la liberté de parole est très brimée. C'est très difficile, mais ça n'empêche pas que le bon sens rejoint ici la science et que c'est cette idéologie-là qui va être implantée obligatoirement dans nos classes de la maternelle, le préscolaire même, jusqu'au secondaire 5, ne repose sur rien, est une mode faite par quelques sociologues qui étaient complètement déconnectés de la réalité, puis que ça va être obligatoire pour tous les enfants du Québec à partir de septembre. Alors, il faut se demander, votre réponse soulève deux questions. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'il y a scientifiquement derrière la position de la promotion de l'assistance pour aider un enfant à changer de sexe? Qu'est-ce qui se trouve comme évidence scientifique qu'on fait la bonne chose? Pourquoi, en d'autres mots, le gouvernement du Québec soutient ce cours-là? Je ne crois pas qu'il y ait d'évidence scientifique. Il n'y en a aucune. On a prétendu qu'il y en avait.
En Angleterre, qui nous a précédés dans cette expérience-là, ils ont reculé parce qu'il y a eu des milliers d'enfants qui ont regretté la transition. Ils avaient fait une transition sexuelle. Il y a des poursuites en cours. La principale scientifique qui avait travaillé sur le sujet, on lui a demandé un rapport, un bilan de ce qui avait été fait. On l'appelle le rapport CAS, qui a été remis cette année. Et elle dit clairement qu'il n'y a aucune étude qui a des preuves, qui apporte la preuve que, par exemple, les bloqueurs de puberté ont un effet positif sur les enfants. Sur tous les traitements, il n'y a rien qui existe pour dire qu'on a des effets bénéfiques sur les enfants. On est complètement dans l'expérimentation. Les enfants sont des cobayes. Cobaye, c'est un mot que je trouve très gentil. Le mot qu'on va utiliser partout, très bientôt, ça va être victime de maltraitance. C'est pas seulement qu'en Angleterre qu'il y a des poursuites judiciaires. Il y en a aussi aux États-Unis. Et c'est des enfants qui ont fait des transitions qui sont irréversibles. Ils avaient une souffrance qui est très réelle, la dysphorie de genre, mais qu'on a traité, c'était un problème psychologique qu'on a traité en mutilant le corps des enfants pour la vie. Ils ne peuvent plus avoir d'enfants, ils sont castrés. On leur a fait des mastectomies. On a ajouté à leur souffrance. Et quand c'est irréversible comme ça, effectivement, ce n'est pas un hasard s'il y a 12 fois plus de suicides chez les jeunes qui ont transitionné que chez les autres. Il y a une étude qui a été faite dans le dernier mois, c'est-à-dire les résultats sont parus dans le dernier mois, et on évalue environ à 12 fois plus de suicides chez les jeunes qui font la transition de sexe que chez les autres personnes en général. Et c'est quelque chose qui n'est pas dit. On parle toujours des bienfaits, surtout dans notre milieu québécois de la transition. C'est tout le contraire qui se passe et les études le démontrent. Et ça vient contredire également, j'en parle tout de suite parce que vu qu'on parle du suicide des jeunes qui vivent ça, c'est un argument qui est utilisé souvent en disant « si les enfants ne font pas la transition, ils vont se suicider ». Et ce qu'on constate, une autre étude a été faite pour montrer que non, si on s'occupe de la santé mentale des jeunes, il n'y a pas de hausse du taux de suicide chez les jeunes, même s'ils ne subissent pas de transition. Alors, tout cet aspect-là de la question du suicide, c'est important justement comme contre-argument pour montrer que l'idéologie du genre n'a aucune valeur également. Vous avez parlé tout à l'heure du rapport CAS. Donc, c'est C-A... Comment ça s'appelle? C-A-S-S. Et puis, la scientifique ou l'auteur de ce rapport-là, quel est son nom? Hilary Cass, c'est son nom. Mme Cass, oui. Mme Cass, Hilary Cass, un petit peu comme Hillary Clinton. Oui. Bon. Donc, et ce rapport-là touche ce qui s'est passé au Royaume-Uni, hein, c'est ça, en Angleterre? 400 pages, on a fait un rapport là-dessus. Et à partir de ce rapport-là, l'Angleterre, maintenant ils sont en discussion là-dessus, mais le premier ministre, le ministre de l'Éducation, veulent complètement interdire l'enseignement de l'idéologie du genre dans les écoles. Alors, eux, ils ont fait toute l'expérience. Ils ont vu les résultats, ils en arrivent à la conclusion que c'est vraiment pas bénéfique pour les enfants, les jeunes en Angleterre. On interdit ça, on veut l'interdire. Et pendant ce temps-là, nous, au Québec, on ne tient pas compte du tout de l'expérience de ce pays-là et de d'autres pays, et on va l'imposer obligatoirement à tous les enfants du Québec. Je ne comprends pas le raisonnement qui est fait ici, qu'on ne tient pas compte de ces gens honnêtes en Angleterre qui avaient travaillé pour la transition et qui maintenant reculent complètement et qui disent non, on s'est trompé, on s'est royalement trompé. Bon, alors, tout à l'heure, je disais que vos propos soulevaient deux questions. On a regardé les preuves scientifiques ou les évidences factuelles derrière la théorie du genre. La deuxième question, c'est s'il n'existe pas de preuves scientifiques ou d'évidences concluantes, pourquoi le gouvernement du Québec, selon vous, embarque dans un programme comme ça? On peut étendre la question à pourquoi l'Angleterre, pourquoi les États-Unis ont embarqué dans ce programme-là? Je n'aurais pas la réponse complète ou la réponse peut-être la plus parfaite à cette question-là. Ce que je perçois, la première des choses, c'est que c'est pas seulement que le Québec ou le Canada qui entrent dans le programme. Le Canada recule déjà, c'est extraordinaire, mais c'est un programme qui est fait en France également, qui est fait dans d'autres pays. Alors, ça ne vient pas du Québec. C'est un programme qui vient de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la santé, et qui est un peu imposé un peu partout à travers la planète. C'est vraiment quelque chose de mondial. Et dernièrement, il y a un organisme juridique de recherche qui a montré qu'il y avait conflit d'intérêts dans la fabrication de ce programme-là, parce que les pseudo-scientifiques qui ont travaillé, à 75 % étaient des militants
de l'idéologie du genre. Et c'est eux qui ont fait ce programme-là, un peu comme aussi au Québec. Ceux qui l'ont adapté pour la province étaient également des militants de l'idéologie du genre à l'Université Concordia, à l'Université à l'UQAM, un peu partout. Donc, c'est un petit milieu qui a fait un travail de longue haleine pour s'implanter aux bons endroits, mettre le lobby aux bons endroits et implanter le programme un peu partout. Et c'est incroyable de voir comment le gouvernement du Québec, M. le ministre Drainville, ne remet aucunement en question ce programme-là. Pour lui, c'est juste une question de suivre le courant. C'est un peu à une mode. On suit le courant et il a vu la contestation des parents. Il essaie simplement d'équilibrer entre les différents groupes pour qu'il y ait le moins de contestations possible. Mais le fait que d'autres pays ont démontré que cette idéologie-là n'a aucune valeur, je pourrais vous citer des scientifiques ici très reconnus sur cette question-là, ça ne les préoccupe pas du tout. Et ça, évidemment, il me semble que la façon de procéder qui est la plus logique ou cohérente, c'est de regarder qu'est-ce que nous dit la science. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour, d'une part ou d'une autre, c'est-à-dire pour prouver que c'était la bonne chose à faire de soutenir un enfant vers une transition, et des études pour démontrer qu'au contraire, c'était nuire au développement de l'enfant? Est-ce qu'il existe des études dans les deux côtés de la médaille? Il y a eu beaucoup d'études militantes, je dirais, qui ont été faites qui ne répondent pas aux critères scientifiques. Et c'est ce que le rapport Cass a démontré en disant qu'il n'y avait aucune étude probante. Ils n'en ont trouvé aucune qui montrait les bénéfices de la transition, de la prise d'hormones chez les jeunes. J'aimerais vous citer ici une sociologue, parce que l'idéologie du genre, d'abord, c'est une théorie sociologique et qui est contestée même dans les départements de sociologie. Et aussi quelques spécialistes, vraiment des pédiatres, de John Hopkins. Je vais vous les citer pour voir exactement ce qu'ils en disent présentement. Donc, la première référence, c'est Gabrielle Kuby, qui est auteure et conférencière sur la théorie du genre. Elle est elle-même sociologue. Et voici ce qu'elle dit. La théorie du genre est une structure idéologique qui évite les principes scientifiques caractérisant la recherche de la vérité. Elle ne se soumet pas à la vérification empirique et rejette la discussion scientifique ouverte. Ça, on l'a constaté très souvent. Il y a un grand courant de censure au Québec où on ne peut pas discuter de cette question-là. Je continue la citation. Elle rejette les résultats des recherches neurophysiologiques sur le fonctionnement physiologique et hormonal du cerveau masculin et féminin. De même, elle ne tient pas compte des recherches sur les différences psychologiques entre les hommes et les femmes. Ces recherches montrent que les différences biologiques, neurophysiologiques et psychologiques ne sont en aucun cas des constructions sociales qu'une société dominée par les hommes a développées pour opprimer les femmes, mais qu'elles servent plutôt la préservation de l'espèce humaine et les différentes fonctions complémentaires concernant l'homme et la femme, la paternité et la maternité. Fin de citation. Ça, c'est pour la sociologie. Maintenant, je vais vous citer la présidente du Collège américain des pédiatres, la vice-présidente du Collège américain des pédiatres, Quentin Van Meter et Michel A. Cretella, ainsi que Paul McHugh, qui est professeur de psychiatrie à la Johns Hopkins Medical School et ancien psychiatre en chef à la Johns Hopkins Medical School. Ils ont développé 8 points qui viennent contredire l'idéologie du genre et j'aimerais vous lire ces 8 points-là résumés ici. Point 1. La sexualité humaine est un trait biologique binaire objectif. XY et XX sont des marqueurs génétiques de la santé et non des marqueurs génétiques d'un trouble. 2. Personne ne naît avec un genre. Chacun naît avec un sexe biologique. Le genre, la conscience et le sentiment d'être un homme ou une femme, est un concept sociologique et psychologique et non un concept biologique objectif. 3. La croyance d'une personne qu'elle est quelque chose qu'elle n'est pas est, au mieux, le signe d'une pensée confuse. 4. La puberté n'est pas une maladie et les hormones bloquant la puberté peuvent être dangereuses. 5. D'après le DSM-5, 98% des garçons et 88% des filles ayant une confusion de genre finissent par accepter leur sexe biologique après avoir traversé naturellement la puberté. 6. Les enfants qui utilisent des bloqueurs de puberté pour se faire passer pour le sexe opposé auront besoin d'hormones transsexuelles à la fin de l'adolescence.
Les hormones du sexe opposé, testostérone et oestrogène, sont associées à des risques dangereux pour la santé, notamment l'hypertension artérielle, les caillots sanguins, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. 7. Les taux de suicide sont, ici on dit 20 fois plus élevés, chez les adultes qui utilisent des hormones transsexuelles et subissent une chirurgie de réattribution sexuelle, même en Suède qui compte parmi les pays les plus favorables au LGBTQ. 8. Conditionner les enfants en leur faisant croire qu'il est normal et sain de se faire passer pour le sexe opposé par des moyens chimiques et chirurgicaux tout au long de leur vie est une forme de maltraitance. Fin de la citation. Alors, c'est des gens qui sont extrêmement compétents, qui ont étudié la question et qui arrivent à des conclusions encore plus poussées que le rapport Cass en Angleterre. Bon, il y a quelques points que vous avez soulevés tout à l'heure qui vaut la peine d'être investis davantage. Vous avez parlé d'abord de l'influence de l'UNESCO dans la diffusion là, de cette théorie-là ou des actions qui sont prises par différents pays. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que l'UNESCO se dirige dans ce sens-là, selon vous? Vous avez parlé du fait qu'il semble y avoir un noyau de gens avec des idéologies. Alors, je peux peut-être même vous poser la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas à l'UNESCO? Qu'est-ce qu'on doit faire pour renverser la vapeur s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des gens qui nous ont précédés, des lobbies qui savaient comment fonctionnaient ces instances-là et qui ont depuis des années travaillé à les investir, à s'implanter et à faire passer leur idéologie. Ça, on commence à combattre. En fait, c'est simplement un rapport de force, que ce soit à l'UNESCO, à l'OMS, entre différents courants, entre, par exemple, le courant de pensée freudien qui affirme qu'il y a une période de latence chez l'enfant, qu'on doit attendre que cette période de latence-là se termine pour lui parler d'éducation sexuelle, et l'autre courant de pensée, qui est celui de l'idéologie du genre, qui dit que dès qu'un enfant est conçu, il est un être sexuel et qu'on doit commencer son éducation sexuelle à 2-3 ans et avec des choses qui nous paraissent complètement folles, c'est ça. Oui. Jean-Léon, si ce n'est pas basé sur des évidences scientifiques, qu'est-ce que vous diriez qui est l'objectif caché alors, si ce n'est pas pour respecter les enfants? Je ne le sais pas. Il y a des théories, j'entends des rumeurs. Je peux vous communiquer ces rumeurs-là. Je ne peux pas comprendre ce qu'on fait avec les enfants, mais ce que je vois, moi, dans ces comportements-là, ça vient rejoindre le fait, par exemple, qu'au Québec, l'enfant obtient des pouvoirs à l'âge de 14 ans. Et les rumeurs, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on est en train de faire en sorte que les enfants puissent prendre des décisions sur leur vie sexuelle sans que les parents ne puissent intervenir dans les former et qu'ils puissent avoir une vie sexuelle le plus jeune possible. C'est ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup d'accusations pour dire qu'on est en train de sexuer les enfants, qui normalement, selon une école de pensée qui est très bien défendue, les enfants vivent une période de latence, mais on ne la respecte pas. On vient provoquer chez l'enfant des questionnements sexuels, apporter des questions sous prétexte que les enfants verraient déjà de la pornographie à cet âge-là. On ne dit jamais que c'est la minorité, toujours des enfants, qui voient de la pornographie au primaire et que si c'est un problème, effectivement, c'en est un, on est capable d'avoir d'autres solutions que de venir nous-mêmes les bombarder avec des questions qu'ils ne s'étaient pas posées. Ça, il y a également des pédopsychiatres qui ont affirmé que c'était en soi amener des questions que l'enfant ne se pose pas sur les questions sexuelles, une agression sexuelle. On agresse les enfants. Dans nos écoles au Québec, dans les cours d'éducation sexuelle, on agresse nos enfants. Et l'une des raisons qui est évoquée par certains, c'est pour dire qu'on est en train d'essayer de travailler à faire en sorte que l'âge du consentement, on parle beaucoup de consentement, mais que le consentement sexuel diminue, soit de plus en plus bas. Ça va faire l'affaire, on va me traiter de complotiste si je rapporte cette hypothèse-là, mais ça va faire l'affaire des pédophiles dans notre société. Mais on ne peut pas nier qu'on est en train de baisser le consentement chez les enfants, le consentement de l'âge, qu'on a enlevé énormément de pouvoir aux parents. Et ça, c'est un point qu'on a évoqué au comité de sages de l'Association des parents catholiques du Québec avec une spécialiste en droit international pour montrer qu'en fait, on ne donne pas des droits aux enfants à 14 ans. Ce qu'on a fait,
on enlève une protection aux enfants. Parce que ce n'est pas vrai qu'à 14 ans, un enfant au Québec est capable de consentir à un don d'organes comme c'est le cas actuellement. Ce n'est pas vrai qu'à 14 ans, un enfant peut subir un avortement sans que ses parents le sachent et sans qu'il ait le soutien de ses parents. C'est un traumatisme épouvantable. Et ils peuvent le faire à 14 ans en ce moment. Ce n'est pas normal qu'un enfant puisse, avant 14 ans, commencer une procédure de changement de genre et à 14 ans, commencer la procédure de transition médicale sans que les parents soient mis au courant. On connaît nos enfants, on sait qu'ils sont très influençables et il y a une phrase que je trouve extraordinaire qui était dite, qui résume la situation et la catastrophe de la situation. C'est quelqu'un qui disait « Ne dites surtout pas à vos enfants qu'ils peuvent changer de sexe. Parce que ce sont des enfants et ils vont vous croire. » C'est ça qu'on fait présentement. Il y a un phénomène de contagion sociale. On ne doit pas oublier que ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, ces questions-là de transition sexuelle, comme on voit répandues aujourd'hui. Ils ont beaucoup de difficultés, les idéologues de l'idéologie du genre, à trouver des personnages de l'Antiquité qui pourraient répondre, qu'on pourrait se douter qu'il y a une confusion, quelque chose comme ça. C'est très difficile. C'est un phénomène très récent qui est en explosion à cause de la propagande qui est faite partout et surtout dans les écoles. Et tout à l'heure, on a regardé le cas du premier garçon là, qu'on a dirigé vers la transsexualité. Vous m'avez dit que c'est une histoire qui se termine par un suicide. Et maintenant, si on va jusqu'au bout de la logique, là, vous m'avez dit tantôt que les idéologues qui encouragent cette théorie-là disent que les enfants sont nés sexués, puis on devrait voir immédiatement à leur éducation sexuelle, on devrait les exposer à de la pornographie. Quand on suit ce chemin-là, ça nous mène où? Oui, je voudrais juste corriger. Ils ne disent pas qu'ils les exposent à la pornographie, mais c'est sûr que c'est un contenu qui est complètement déplacé pour l'âge des enfants. On commence au préscolaire. Il y a des livres qui sont faits au préscolaire pour influencer les enfants déjà. Alors, c'est de la folie. On ne respecte pas l'intimité de l'enfant. On ne respecte pas son rythme et les parents connaissent le rythme de leur enfant. C'est un privilège de parler de sexualité à son enfant. Et les parents ne l'ont délégué à personne jusqu'à présent. On ne leur a pas demandé leur avis pour aller parler à leurs enfants comme on le fait présentement. Alors, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir là sur le... Est-ce qu'on connaît le résultat, si on prend un groupe de jeunes qui ont été exposés à l'activité sexuelle trop tôt dans leur vie, est-ce qu'on connaît quels sont les outcomes, là, les conséquences? Oui, bien, on connaît déjà les conséquences de l'éducation sexuelle telle qu'elle est donnée aux jeunes présentement. Et ce qui va arriver avec cette nouvelle formule-là. Mais déjà, nous, on a critiqué depuis très longtemps les cours d'éducation sexuelle. Pourquoi? Parce qu'on a constaté d'abord dans les débuts de ces cours-là, c'était uniquement mécanique. Alors, on a fait les reproches. Moi, j'ai fait partie d'un groupe qui a déjà débattu avec Jocelyne Robert pour lui montrer que c'était vraiment une présentation mécanique et qu'on ne parlait pas d'affectivité. Et effectivement, elle a changé par la suite. Elle a fait des livres, c'était « Parlez-leur d'amour et de sexualité ». Donc, on venait apporter l'affectivité là-dedans, mais ce n'était pas assez ce qu'on a apporté. On parle maintenant de consentement. Mais le consentement, ce n'est pas assez pour aimer l'autre personne et en prendre soin. Une relation sexuelle, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est un don qu'on fait. Qu'on le veuille ou pas, c'est le don complet de soi-même. Et quand on sépare, comme on le fait présentement dans la présentation qui est faite, on prépare les jeunes à avoir des relations sexuelles, à répétition, à s'essayer les uns les autres. On prépare les jeunes à perdre la capacité d'aimer et on trouve beaucoup de jeunes qui ne sont plus capables d'aimer maintenant parce que ce n'est pas vrai qu'on peut séparer le cœur du corps comme on le fait dans nos cours d'éducation à la sexualité. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on on enseigne, excusez l'anglicisme, un pattern des jeunes où ils vont s'essayer les uns les autres, faire des expériences, se briser le cœur à répétition et dans bien des cas, ne plus être capable d'aimer parce que le cœur, après des échecs amoureux où on a été utilisé, où on a utilisé l'autre à multiples reprises, il n'est pas fait pour ça, il se referme. Et il peut se refermer pour très longtemps, il peut se refermer pour la vie quand les blessures sont trop grandes. Et c'est ce qu'on fait dans nos cours d'éducation sexuelle en ce moment. Ce sont des cours complètement irresponsables et immatures. Il n'y a rien sur la formation du cœur. Il n'y a rien sur la réserve du cœur. Il n'y a rien sur la responsabilité, l'amour de l'autre, de dire « j'ai des conséquences ». Ce n'est pas tout d'avoir le consentement de la personne. Il faut que je pense aux conséquences des gestes que je vais poser sur l'autre personne et sur moi. Et ça, il n'y a rien là-dessus.
on ne parle pas d'engagement, on ne parle pas de mariage, on ne parle pas de l'unité, justement, de l'intégrité du corps et du cœur des personnes. C'est tout l'inverse qui est proposé en séparant aussi, maintenant, encore plus loin, l'identité de la personne de son corps. Il y a une séparation qui est faite, qui est complètement, qui va produire une souffrance chez l'enfant. On va entretenir la souffrance, on va la faire grandir. Alors, je reviens sur un autre point que vous avez soulevé plus tôt. Vous avez dit on ne peut pas discuter avec les gens de l'idéologie du genre. Alors, il y a comme trois sous-questions là, qui sont suggérées à cause de cela. D'abord, est-ce que les médias vous permettent d'éduquer la population là-dessus? Je vais vous dire, je vais demander à la population de réfléchir au nombre de fois qu'ils ont vu, je vais prendre Radio-Canada parce qu'ils en ont traité souvent, des spécialistes, des psychologues, des médecins, et il y en a beaucoup qui sont venus à la télévision dire que l'idéologie du genre était de la foutaise. Je pense que les gens vont vous répondre comme moi je vous le répondrais, qu'ils n'en ont jamais vu un seul. Et ils existent. Par contre, vous allez avoir des spécialistes, ceux qui ont concocté le cours, qui vont revenir à répétition, parler, défendre le cours. Et c'était la première fois, il y a quelques semaines, que j'ai vu un débat où ce n'était pas un spécialiste, mais quelqu'un qui s'opposait à l'idéologie du genre à Radio-Canada, qui a pu dire quelques phrases pour s'opposer à ça en débat face à un spécialiste médical de la question. Alors non, il n'y a pas de débat en ce moment, vraiment aucun débat encore. Et les médecins ou les psychologues qui voudraient s'opposer à ça sont craintifs parce que, oui, ils peuvent perdre leur licence, ils peuvent être dénoncés, ils peuvent, pendant une certaine période de temps, ne plus pouvoir pratiquer leur métier. C'est la réalité aujourd'hui. Alors, d'avoir quelqu'un qui vienne témoigner de ça, en ce moment, ce n'est pas possible. Et nous l'avons dit au comité de sages, et je pense que nous ne sommes pas les seuls à leur avoir dit qu'il y avait une chape de plomb sur notre société québécoise sur cette question-là. Vous avez parlé tout à l'heure de certains organismes mondiaux, là, comme l'UNESCO, qui étaient comme noyautés, qui semblaient noyautés par des gens de cette idéologie-là. Mais Radio-Canada devrait, en fait, par définition, le journalisme suggère une approche neutre. Comment pouvez-vous expliquer ce que vous me décrivez comme façon de rendre compte à la population de Radio-Canada sur ce sujet? C'est certain que Radio-Canada a des comptes à rendre, pas seulement que Radio-Canada, TVA aussi, toutes nos grandes chaînes. Moi, ce dont je rêve en ce moment, c'est une commission parlementaire sur nos médias, parce que c'est certain que nous sommes mal informés par nos médias. Il y a une phrase de Chesterton que j'aime beaucoup qui disait qu'autrefois, la censure, c'était de censurer les médias. Aujourd'hui, la censure, c'est les médias qui la font, qui décident qui va parler, qui ne pourra pas parler, quel événement va être couvert, quel événement ne sera pas couvert. Et j'en ai un dernier, bon exemple, qui vient tout juste d'arriver. Nous avons eu une manifestation, le mouvement Ensemble pour protéger nos enfants, qui est un ensemble d'associations, dont l'Association des parents catholiques du Québec. Nous avons invité les médias à venir couvrir l'événement. C'était très important. Il y avait des comptes manifestants. Nous étions là. Il y avait des rangées de policiers qui étaient présents. C'était quand même quelque chose qui, je pense, vraiment objectivement, méritait un minimum de couverture médiatique. Il n'y a pas eu de couverture médiatique de l'événement. Il n'y a pas eu un seul journaliste de ces médias-là, alors qu'ils étaient avertis, qui s'est présenté pour voir ce qui se passait. Ça, c'est un cas flagrant de censure et je pourrais vous en nommer d'autres. J'ai téléphoné parfois à Radio-Canada pour me plaindre et je peux vous dire qu'ils ne savent pas quoi me répondre quand je me plains de la censure qu'ils sont en train de faire. Alors, on a besoin vraiment d'une grande réflexion au Québec sur ce qui se passe avec nos médias parce qu'ils ne font pas un bon travail et la population le sait. S'il y a des gens qui sont mal vus, c'est peut-être pas le bon terme, mais où les gens ne font pas confiance aux journalistes, on a un taux de confiance à peu près de 30% de la population envers les journalistes au Québec. On a un grave problème. Alors, les médias, c'était la première de mes trois sous-questions. La deuxième sous-question, c'est comment est-ce que le gouvernement vous reçoit lorsque vous essayez de lui communiquer les faits que vous avez rassemblés ou votre dossier, disons? Oui. Jusqu'à il y a un an environ, jusqu'à la grande manifestation One Million March, on peut dire que le gouvernement ne nous reçoit pas, ne nous écoute pas,
n'est pas intéressé à savoir qu'on existe carrément. C'est la grande manifestation qui a été faite à travers le Canada qui a fait en sorte que le gouvernement a été obligé d'ouvrir une porte pour nous écouter. Il y a un journaliste de Québec qui disait, un journaliste du Journal Le Soleil, qui disait qu'avec cette manifestation-là, le gouvernement avait le choix entre une commission parlementaire qui était publique et que le gouvernement voulait surtout éviter, ou le comité de sages qui était privé, donc des interventions de groupes privés, et qu'il pouvait contrôler de cette façon-là. Et donc, c'est la formule du comité de sages qui a été utilisée. Nous avons joué le jeu. Nous les avons rencontrés 2 fois, le groupe EPPNE d'abord, l'Association des parents catholiques du Québec ensuite, et je peux dire que nous avons eu une excellente écoute, un excellent dialogue avec le comité de sages, et je pense qu'ils font un travail qui se veut honnête. J'espère qu'ils vont arriver aux mêmes conclusions que nous. Ils font un travail rigoureux, mais il y a un grave problème. C'est que déjà, la décision était prise depuis longtemps. Le gouvernement a supprimé les toilettes mixtes. On est d'accord avec ça, on est très heureux de ça dans les écoles. Mais déjà, le gouvernement, on a vu, il y a des professeurs qui ont dit, nous ne sommes pas prêts à enseigner le cours au mois de septembre, le nouveau cours, et le gouvernement l'impose quand même. Et dans l'intervention du ministre Drainville, il n'y a aucune mention du comité de sages qui est supposé de lui donner son avis sur la question. Et le comité de sages va remettre son avis uniquement au mois de décembre ou au mois de janvier, à l'hiver prochain. Donc, le gouvernement, pourquoi a-t-il mis en place le comité de sages, alors que ce comité-là, quand le gouvernement Legault en a parlé, c'était pour écouter les inquiétudes des parents. Mais ce qu'on constate pour l'instant, c'est que c'est comme s'il nous avait donné, je m'excuse pour les membres du comité de sages que je respecte énormément, mais un jouet, amusez-vous avec ça, puis nous, on continue notre chemin. On fait ce qu'on va imposer le cours au mois de septembre. Les professeurs sont déjà en formation et les professeurs ont dit qu'ils ne sont pas prêts. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne peuvent pas parler, mais dans le fond, quand ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts, c'est qu'ils ne seront jamais prêts parce qu'ils ne sont pas en accord avec la folie de ce qui va être enseigné. Ils le voient, ils le savent, les professeurs. Et ils savent très bien qu'on va faire du mal aux enfants. Alors, leur seule réponse qu'ils peuvent donner, c'est « on a peut-être eu une formation, mais on n'est pas prêt à enseigner ce cours-là. » Et le gouvernement n'en tient pas compte. Le gouvernement peut être au courant que, justement, les professeurs ne veulent pas l'enseigner, mais il va l'imposer quand même. Alors, c'est la situation. Et moi, j'ai eu la chance d'entendre. J'ai eu des rapports déjà de la formation qui a été donnée aux professeurs pour donner le cours d'idéologie du genre, le cours CCQ, au mois de septembre. Et dans cette formation-là, on est clair. On dit carrément aux professeurs, il faut protéger les enfants des parents. Les parents ne doivent pas tout savoir. Et ne dites surtout pas l'heure où le cours va être enseigné parce que les parents vont retirer leurs enfants des classes. Et je peux vous dire avec certitude que les parents veulent retirer leurs enfants de ces classes, mais la stratégie est toujours la même, ne pas savoir quand le cours est donné et ne pas le donner seulement dans le cours CCQ. Il est parfois donné dans des cours de mathématiques, dans des cours de français. La sexologue arrive à l'improviste, vient donner le cours, pour ne pas que les parents sachent quand est-ce qu'elle va donner le cours. Et moi, mon enfant est déjà dans une école où le cours est donné, une école pilote. Et j'ai parlé avec la direction. Je leur ai dit, moi, je voudrais assister au cours. On me l'a refusé. Je voudrais voir le contenu du cours. Et c'est très difficile, pas moyen. On me dit, je veux retirer mon enfant de la classe. Si vous le faites, on va vous signaler avec le danger d'une enquête parentale. L'enquête parentale, on sait ce que ça veut dire. C'est une forme de chantage qu'on fait sur les parents en disant, on peut vous envoyer la DPJ pour vérifier si vous êtes des bons parents. Vous vous opposez à ce cours-là, c'est très, très négatif pour nous. On va faire enquête sur vous. Donc, si on fait une synthèse rapide là, de ce dont on s'est parlé depuis une demi-heure, il y a de l'obstruction aux Nations Unies de la part de l'UNESCO. Il y a de l'obstruction au niveau de Radio-Canada et des médias de masse, disons. Il y a de l'obstruction au gouvernement, c'est ce que vous m'avez dit. Puis là, vous venez de dire qu'il y a de l'obstruction dans les écoles, les directions d'école. Direction d'école, oui. Comment expliquer ça, alors que les directions d'école sont peut-être, à travers tous les gens qu'on a nommés jusqu'ici, là, ceux qui sont les plus proches des enfants, ceux qui devraient vouloir dédier leur vie à prendre soin de faire grandir ces jeunes-là dans la bonne direction? Je ne dirais pas qu'ils sont proches des enfants, pas du tout. Les directions des écoles sont des gestionnaires. Les professeurs sont proches des enfants, pas les directions d'école. Lorsqu'on discute avec les professeurs, parfois on peut avoir de l'écoute, on peut dialoguer, mais avec les directions d'école, il y a toute une mentalité qui a été instaurée depuis des années, où on a enlevé des droits aux parents et on a fait
un renversement des valeurs. En fait, les parents, c'est reconnu par les chartes internationales partout, même dans le Code civil du Québec, dans nos chartes québécoises des droits et libertés, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Le ministre de la Justice d'Alberta de Saskatchewan l'ont formulé autrement. Eux, ils ont dit, et c'est tout aussi vrai, c'est ce qui est reconnu dans les chartes, les parents, quand il s'agit de leurs enfants, sont l'autorité ultime. Si nous mettons nos enfants à l'école, c'est que nous n'avons pas le temps de les éduquer nous-mêmes et nous avons le droit de le faire. Nous pouvons prendre nos enfants et faire l'école à la maison. C'est un droit reconnu internationalement, c'est nous les éducateurs des enfants. L'école vient nous rendre un service que l'on demande parce qu'on travaille, parce qu'on a d'autres activités. Donc, on charge l'école de faire l'instruction des enfants, pas l'éducation. L'éducation, ça nous revient. Et ce qui est en train de se passer, et on le voit depuis des décennies, il y a un mépris des parents dans le discours. On ne leur donne pas la parole. On fait croire qu'ils sont des ignorants, qu'ils ne sont pas capables, dans ce cas-ci, de parler de sexualité à leurs enfants, ce qui est totalement faux. Et on dit, nous, les professeurs, nous sommes plus compétents que vos parents. Et c'est déjà ce qui va être enseigné dans le cours. Premier cours que mon enfant a eu, par hasard, où je n'ai pas pu l'enlever de la classe, on a parlé de la distanciation de l'autorité parentale. Donc, vous, jusqu'à aujourd'hui, vous avez reçu de l'information qui venait de vos parents. Mais il y a d'autres sources d'information. Il y a vos amis, il y a vos professeurs qui peuvent être plus compétents que vos parents sur certaines questions, comme la sexologue qui arrive maintenant, qui en connaît certainement plus que vos parents sur la question de la sexualité. Donc, on instille dans l'esprit des enfants que leurs parents ne sont pas les personnes les plus compétentes, les plus connaissantes sur le sujet, et que maintenant, il y a d'autres sources d'information dont ils devraient tenir compte. Il y a un travail de SAP du rapport parent-enfant qui est fait. Et on le sent très bien quand on va discuter avec les professeurs, mais surtout avec la direction. Il y a un mépris total. Il n'y a pas de dialogue possible et on nous amène tout de suite la menace de l'enquête parentale, du signalement. C'est très rapide. Alors, il y a tout ce qui est vraiment la structure d'une société bien ordonnée, où les parents sont les premiers éducateurs et l'école est un soutien et renversé. C'est l'école maintenant qui est la première éducatrice des enfants, qui reçoit du gouvernement comment éduquer les enfants, comment les former, quoi en faire. Et les parents doivent être un soutien à ça. S'ils n'ont pas compris, c'est parce qu'ils sont ignorants, on va les instruire. Et s'ils sont récalcitrants, on va leur enlever les enfants. Ça va jusque-là. On a enlevé au Canada des enfants des parents qui n'étaient pas d'accord avec le cours d'idéologie du genre. Jean-Léon, pourquoi est-ce que les parents ou les groupes de parents ne se tourneraient pas vers la Cour suprême en se basant sur la Charte des droits et libertés, en disant « ce qui se passe présentement dans mon école, c'est inconstitutionnel ». Pour la même raison, on a consulté des avocats, bien sûr, on aurait pu aller en Cour suprême. Pour la même raison qu'on a de la difficulté à enlever nos enfants des classes, parce qu'ils nous donnent un formulaire, supposément, nous montrant qu'on peut enlever nos enfants de ces cours de sexualité-là. Mais dans le formulaire, on doit apporter la preuve que notre enfant va être traumatisé par le cours. Il ne l'a pas subi encore, mais on ne veut pas qu'il le subisse pour ne pas subir le traumatisme, mais on doit le prouver. Toute la charge de la preuve est sur le dos des parents et on nous demande d'apporter les preuves médicales et psychologiques, donc un témoignage de médecin ou de psychologue qui va montrer que notre enfant va être traumatisé par le cours. Mais en ce moment, comme on l'expliquait plus tôt, il n'y a pas un médecin ou un psychologue qui est prêt à aller risquer sa licence de médecin ou de psychologue pour venir témoigner que l'idéologie du genre, c'est de la foutaise, même s'ils le savent très bien. Alors, on est dans une situation où, en allant en cours, on va avoir la même preuve à donner pour un seul enfant. C'est-à-dire, on doit aller en Cour suprême, c'est des centaines de milliers de dollars à dépenser en frais d'avocat pour prouver pour un seul enfant qu'il va être traumatisé par le cours, pas de façon générale. Alors, ça nous sert à... C'est vraiment une charge énorme, impossible. On ne peut pas faire ce travail-là pour chaque enfant. Donc, la voie de la justice, on l'étudie toujours. On a la question du 14 ans qu'on va étudier, qui est très importante pour nous. Pour nous, c'est un changement qui a été fait sans consultation des parents, qui ne respecte pas les chartes internationales de protection des droits de l'enfant. C'est toujours ça aussi, également. Internationalement, on a toujours reconnu que le bien et l'intérêt de l'enfant, c'était les parents qui étaient les premiers qui pouvaient le mieux défendre les enfants. Ça aussi, on est en train de changer ça pour dire non, c'est le gouvernement qui s'occupe du bien et de l'intérêt de l'enfant. C'est sûr qu'il doit toujours y avoir un contre-pouvoir parce qu'il y a des cas d'abus, de violence. Et ça, c'est très clair. Le gouvernement protège les enfants de ça. Mais autrement de ça, quand il s'agit des valeurs morales à transmettre, de l'éducation de l'enfant,
ça revient aux parents et le gouvernement n'a rien à voir là-dedans parce que, historiquement, on sait que les gouvernements, l'un de leurs premiers objectifs des plus importants, c'est justement de s'emparer des enfants parce que les enfants sont ceux qui sont le plus malléables et qu'ils peuvent former selon les convictions que le gouvernement a. On appelle ça de l'endoctrinement. Puis on l'a vu dans l'histoire avec les gouvernements fascistes, les gouvernements communistes. C'est le rêve d'un gouvernement de pouvoir prendre la place des parents et de les éduquer comme il le veut. Et les parents ont un rôle extrêmement important à jouer si on reconnaît aux parents, plutôt que toute autre personne, le droit de transmettre leurs valeurs. Ce n'est pas parce que leurs valeurs sont nécessairement mieux que les autres parents ou d'autres personnes, mais on leur reconnaît ce droit-là parce que les parents sont ceux qui ont donné la vie à leurs enfants, oui, mais surtout parce que ce sont ceux qui aiment le plus au monde leurs enfants et qui sont prêts à donner leur vie pour leurs enfants. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Jean-Léon, vous avez dit c'est le rêve de tous les gouvernements de pouvoir faire ce qu'ils veulent ou enseigner ce qu'ils veulent aux enfants de l'État, on va dire. Oui. Avez-vous voté pour un gouvernement qui vous a annoncé qu'il allait enseigner ça aux enfants? Non, jamais. C'est pas... Pourquoi le gouvernement veut enseigner un cours dont il n'a jamais parlé lors de l'élection? Ils sont déjà, c'est triste à dire, mais ça interroge beaucoup sur notre démocratie. Ils sont déjà dans un mode de pensée autoritaire où c'est eux qui sont les éducateurs des enfants. Malgré toutes les belles paroles où ils vont nous redire « parents, premiers éducateurs de leurs enfants », dans les faits, ça ne tient pas la route. Le gouvernement se considère comme le premier éducateur des enfants. C'est clair et net. Je veux revenir sur notre troisième point qu'on a ignoré jusqu'à présent. Est-ce que l'autre camp vous écoute quand vous essayez, quand vous faites des démarches pour enseigner à la population? Est-ce qu'ils entrent en dialogue avec vous, le camp de l'idéologie transgenre? Non, c'est pas possible. Je ne pense pas que personne n'aurait réussi à dialoguer jusqu'à présent. Il y a un proverbe que j'aime bien qui disait « Quand vous dites la vérité, vous voulez parler. Mais quand vous mentez, vous voulez faire taire les autres. » C'est ce qui se passe présentement. Parce que ça serait très facile au niveau scientifique, au niveau des spécialistes, de montrer... c'est très facile de montrer que l'idéologie du genre ne tient pas la route au niveau scientifique, au niveau sociologique, au niveau psychologique, et que c'est de la foutaise. Donc, la seule façon de l'imposer, c'est de faire taire les objecteurs. Et c'est ce qu'on vit présentement partout au Québec et dans plusieurs pays dans les pays occidentaux. La seule façon d'imposer ce cours-là, c'est de faire taire tout le monde et de l'imposer. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de consultation. C'est pour ça que ça a été mis en place sans que personne ne discute de la question. Ça s'est fait, je dirais pas naturellement, parce que c'est pas naturel du tout de procéder de cette façon-là. Ça s'est fait de façon autoritaire. Oui. Bon. Et puis, tantôt, vous m'avez dit, l'Angleterre a décidé de reculer. Oui. Puis vous m'avez dit, le Canada commence à reculer. Oui, certaines provinces. Il y a des gouvernements. C'est ça. Donc, je suis un petit peu curieux de vous poser la question. Si le Québec avance, comment est-ce que ça a commencé à changer de direction en Angleterre? Qu'est-ce qui a créé le changement de direction là-bas? Ou qu'est-ce que vous avez pu apprendre de ce qui s'est passé en Angleterre que vous pourriez utiliser pour faire changer le Québec de direction? En Angleterre, ce qui s'est passé, bien, on n'est pas rendu là encore, heureusement. Ce qui a changé, c'est les poursuites de tous les enfants qui ont subi la transition médicale et qui regrettent à mort d'avoir subi ça et qui poursuivent maintenant les propres médecins qui leur ont fait subir ça et qui ne les accompagnent plus maintenant qu'ils veulent détransitionner. Alors, la principale clinique Tavistock qui a dû fermer, a dû arrêter. Tavistock. Comment ça s'écrit? Tavistock, a dû fermer, arrêter complètement, pas nécessairement fermer, mais arrêter complètement ce processus-là, parce qu'ils croulaient sous les poursuites. C'est des milliers de poursuites en Angleterre, il va y en avoir autant aux États-Unis, les endroits où c'est déjà commencé, d'enfants qui sont maintenant, qui doivent prendre des hormones pour la vie, qui doivent prendre une médication pour la vie, ou qui sont castrés pour la vie à cause de ça, et qu'ils regrettent amèrement, vraiment amèrement. On parlait du taux de suicide 12 fois plus élevé chez les personnes qui ont subi cette transition-là. Alors nous, on n'a pas encore vécu de façon avec autant d'ampleur ce phénomène-là, parce qu'on commence à l'enseigner dans les écoles, on commence la propagande un peu partout, mais on va suivre le même chemin. Ça va être la même chose qui va se passer.
Quand vous m'avez dit au Canada, il commence à y avoir un recul, Oui. qu'est-ce que vous vouliez dire? Dans 3 provinces, Alberta, Saskatchewan et Nouveau-Brunswick, les premiers ministres, effectivement, prennent vraiment conscience et défendent le droit naturel des parents comme premier éducateur de leurs enfants. Donc, le premier droit qui est défendu, c'est que les parents soient au courant. Au Québec, toute cette transition-là, l'enfant peut changer de genre, entre guillemets, à l'école. Chez vous, il s'appelle Carl, à l'école, il va s'appeler Françoise. Et tout le monde va l'appeler Françoise et vous ne serez pas au courant jusqu'à ce que vous l'appreniez par accident. Est-ce que ça va être dans un mois? Est-ce que ça va être dans un an? Est-ce que ça va être après plusieurs années? Ce qui est certain, c'est que les professeurs, on leur demande de vous le cacher en ce moment à l'école. C'est la formation, c'est de cacher aux parents ce qui va se passer avec leur enfant à l'école. Alors déjà ça, dans ces provinces que je vous ai nommées, ce n'est plus possible, c'est interdit. Les parents doivent être mis au courant de ce qui se passe à l'école. Ça, c'est déjà un point qui est très important et on retarde la question des bloqueurs de puberté qui peuvent avoir des graves conséquences, les traitements hormonaux, toutes ces questions-là sont à l'étude et les parents sont au courant là-bas. C'est déjà le point minimal, mettre les parents qui sont la première autorité, les premiers éducateurs au courant de la situation. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les provinces qui vont de l'avant et le type de parti qui est au pouvoir et ceux qui reculent et le type de parti qui est au pouvoir? Oui, c'est des partis conservateurs, c'est certain. C'est ceux qui défendent pour l'instant les parents, les droits des parents. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Oui. Alors ça, c'est toujours intéressant parce qu'on se dit, si c'est basé sur des preuves scientifiques, bien que le gouvernement soit libéral ou conservateur, oui. On cherche à suivre oui. qu'est-ce que la science nous dit. Oui. Par contre, s'il n'y a pas de preuves scientifiques, là, d'un parti à l'autre, ça change. Oui, tout à fait. Bon, alors, on arrive au terme de cette entrevue. Je peux peut-être vous demander de conclure, Jean-Léon. Qu'est-ce que vous espérez atteindre d'ici? Quels sont vos objectifs à court et à moyen terme par rapport à ce dossier-là? Mon objectif, peut-être 2 objectifs. Le premier, il y a encore beaucoup de gens au Québec qui ne sont pas au courant, qui ont entendu parler de la théorie du genre, qui ont vu des petites anecdotes de drag queens qui lisent des contes aux élèves ou des choses comme ça, mais qui ne sont pas conscients qu'à partir du mois de septembre, du mois d'août, dans 3 mois, leurs enfants, aucun enfant au Québec ne va échapper à l'endoctrinement, à la propagande qui va être, dans le cas des enfants les plus jeunes, mais aussi, je pense, dans certains cas des plus vieux, une véritable agression sexuelle sur les enfants. Le cours est une agression sexuelle sur les enfants obligatoire, qui s'en vient au mois de septembre. Et à chaque fois qu'un parent en prend conscience, il a une réaction de choc. Trop peu de parents en sont conscients. Et je dirais aussi, parmi la population, qui ne sont pas nécessairement parents, mais trop peu de gens ont confiance qu'ils peuvent changer quelque chose. Peu de gens ont l'espérance de pouvoir changer quelque chose. Ça, c'est le résultat, justement, d'une mentalité qui a été inculquée, où c'est le gouvernement qui s'occupe de l'éducation des enfants. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de leurs droits reconnus internationalement. Ils peuvent le sentir intérieurement, mais ils ne le connaissent pas, ils ne le savent pas. Donc, on veut dire à tous les parents, éduquer les parents pour leur dire « Non, c'est votre droit d'éduquer votre enfant. C'est votre privilège que vous êtes libre de déléguer si vous le voulez, mais que vous pouvez garder pour vous, de respecter votre enfant, de l'écouter et de lui donner une éducation sexuelle en temps et lieu. Pas à une classe de 30 élèves où c'est certain qu'il y a des enfants qui vont être blessés. On a des témoignages d'enfants en classe qui pleurent pendant les cours, qui se mettent les mains sur les oreilles, qui se mettent des bouchons dans les oreilles ou qui se planifient une activité pendant le cours pour essayer de rater le maximum de ce qui va être donné. Alors, c'est vraiment, on veut que les parents prennent conscience de ce qui se passe et on veut avec eux trouver les moyens de manifester ou d'autres moyens de faire pression sur le gouvernement pour que ça cesse immédiatement. Vous avez vous-même mentionné tout à l'heure les conséquences désastreuses là, qui peuvent survenir si vous essayez d'épargner vos enfants, hein, de les retirer de ce cours-là. Est-ce que les parents sont courageux ou est-ce qu'ils ont peur? Hein? Je ne devrais pas dire courageux. Est-ce que les parents... Les parents sont pris à la gorge, premièrement. Parce que la première chose qu'on leur dit quand un parent se pose des questions, qu'il n'a peut-être pas
bien réfléchir à la question. On lui apprend que son enfant veut faire un changement de genre ou de sexe. S'il s'oppose à ça, deux choses. Un, vous êtes transphobe. Donc, on ne veut pas être un phobe ou être étiqueté quelque chose comme ça. Mais la deuxième chose qu'on leur dit, et qui est fausse, mais qu'on redit toujours, si vous ne suivez pas le processus avec votre enfant risque de se suicider. Ça, c'est du chantage basé sur une fausseté qui a été démontrée scientifiquement, étude à l'appui. Ces enfants-là ne se suicident pas plus s'ils ont des problèmes de santé mentale et qu'ils sont suivis, qu'ils sont aidés. Il n'y a pas d'augmentation du suicide. C'est un argument qui est totalement faux. Mais les parents ne le savent pas et on leur fait ce chantage-là. Ou vous embarquez avec nous, ou vous risquez d'être l'ennemi de votre enfant, de le voir se suicider par votre faute. C'est le chantage qu'on fait aux parents en ce moment. Donc, beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire d'éducation, énormément partout. Oui. Jean-Léon Lafitte, merci. Merci à vous, Michel.